Aujourd'hui, animateur, périscolaire, la grande négligence. Suite aux affaires d'agression sexuelle sur des enfants révélées par la presse, comment mieux encadrer les métiers de l'animation ? Nous allons bientôt voter pour les élections municipales. C'est une compétence des communes, mais qui pensera au périscolaire au moment de glisser son bulletin dans l'urne ? Le secteur est si peu, si mal considéré et on va en parler largement dans ce numéro. Évidemment, on va revenir sur les affaires de violences sexuelles, notamment à Paris, mais pas seulement. Des attouchements, des viols même dans des écoles sur le temps du midi, du soir, du mercredi. Elles sont atroces, ces affaires. Elles inquiètent les parents. Vous en faites peut-être partie. J'en fais partie. Ces faits portent une lumière crue sur ce secteur de l'éducation qui dialogue si peu avec son versant scolaire, le versant scolaire de l'éducation, alors même que le périscolaire occupe les mêmes lieux. Alors il est caractérisé par un recrutement à l'arrache, ce périscolaire, une gestion parfois, pas toujours, mais parfois aléatoire des personnels et particulièrement des personnes dangereuses, simplement déplacées, et puis un manque d'écoute des parents et des enfants. Bien trop souvent, il a fallu donc des enquêtes pour que les affaires de violences sexuelles soient traitées. La dernière en date d'enquête a été diffusée le 29 janvier sur France 2 dans Cache Investigation. Mais sait-on vraiment à qui l'on confie nos enfants ? Ce qu'il se passe dans l'enceinte de l'école. On ne sait rien des gens qui s'occupent de nos enfants au sein du périscolaire. C'est considéré un peu comme un sous-métier quand même, donc ça devient un peu une profession poubelle. Quand nous allons chercher nos enfants, il est avec des petites filles sur les genoux. Est-ce normal ? Est-ce acceptable ? On apprend à ce moment-là, pour nous, le pire de ce qui peut arriver dans l'école, c'est le sanctuaire qui se brise. Bonjour Sophie Le Gall. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Cache Investigation, dont le dernier titre était Périscolaire, établissement privé, enquête derrière le portail de nos écoles. Alors nous, on s'intéresse plus à la première et longue partie du reportage sur le périscolaire. On peut ajouter que depuis la diffusion, il y a eu des plaintes du ministère. 2 animatrices ont été suspendues à Paris, une enquête administrative lancée. Alors comment vous prenez ces suites? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance dans le sens le plus noble du terme de ce travail journalistique? Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a eu pas mal de suites, celles que vous décrivez là, de savoir effectivement que le ministre de l'Éducation nationale a saisi le procureur de la République, que la mairie de Paris a suspendu des animateurs. C'est vrai qu'on se dit, ce numéro a peut-être permis de faire bouger les lignes. Et c'est vrai que quand on fait de l'investigation, c'est un peu le but premier, c'est de sensibiliser les gens à des sujets qui peuvent parfois être invisibles. Et je pense que le périscolaire était clairement l'angle mort de l'école. Comme vous dites, c'est dans l'école, mais c'est un peu à part. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, et on n'est pas les seuls médias d'ailleurs, votre émission, d'autres médias s'en saisissent parce que c'est une vraie question. Et en plus, à l'approche des municipales, il y a un vrai enjeu pour les électeurs de se poser des questions là-dessus et savoir ce que les maires peuvent faire, en fait, puisqu'ils en ont la compétence. Alors, ce qui est différent, c'est que vous faites de l'investigation. Vous avez beaucoup de moyens pour le faire parce que l'enquête a duré quand même un an. Ouais. Moi, je ne fais pas d'enquête comme ça. Je suis beaucoup trop... Mais vous visibilisez les sujets, ça c'est important. Exactement. Alors, justement, quelles sont les caractéristiques de ce type d'investigation à l'intérieur des écoles du périscolaire? Parce que Cache Investigation, il y a le mot cache, donc c'est plutôt, les comptes offshore des grandes entreprises, des tableurs Excel à comprendre et à décortiquer. Est-ce que c'est le même travail? Est-ce que c'est un travail très différent? Est-ce que c'était plus complexe? Est-ce que vous avez utilisé les méthodes dont vous avez l'habitude de vous servir? Alors c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'à l'origine on disait bienvenue dans le monde des affaires, donc on pourrait dire mais qu'est-ce qu'il fait là ce sujet? Après on a aussi beaucoup questionné les politiques publiques justement, et pour moi le secteur de l'animation c'est une politique publique, c'est des choix politiques, donc c'est pour ça que Cache était légitime sur ce sujet, et surtout nous ce qui nous importe c'est que ce soit systémique, donc si c'est un simple fait divers, un animateur qui aurait agressé un enfant dans une école, c'est pas Cache Investigation. Si en revanche on se dit il y a des problèmes dans le périscolaire,
périscolaires qui sont certainement liés aussi à la formation des animateurs, à l'argent qu'on met dans le périscolaire, là, ça devient un sujet cache investigation. Donc voilà, donc pour nous, c'était un sujet qui était totalement compatible avec notre émission et surtout, c'est les mêmes méthodes d'investigation. Parce que c'est la même chose dans le sens où à partir du moment où vous voulez démontrer le côté systémique d'un problème, il va falloir trouver des sources qui ne veulent pas forcément vous parler, donc de l'intérieur. Des gens qui vous racontent la réalité du problème. Il va falloir trouver des documents. À un moment, par exemple, quand on explique qu'il y a des animateurs qui sont déplacés alors qu'ils ont commis, par exemple, des actes de maltraitance, vous ne pouvez pas vous contenter juste d'un témoignage. Il va falloir avoir les preuves écrites de ça. Et ça, c'est exactement le même travail d'enquête que faire un travail d'enquête sur l'évasion fiscale. Il faut trouver les documents. Et les documents qui, normalement, sur lesquels vous ne devez pas tomber. Donc, c'est exactement la même chose, en fait. Alors, j'ai aussi voulu rencontrer Claire Tesson qui a mené ce travail. Hein. C'est elle aussi qu'on voit incarner cette enquête parce que elle y a passé énormément de temps. Et ça part, et ça m'a intéressée, d'un constat personnel. En fait, c'est une histoire hyper incarnée. Ce sujet, en fait, il est parti de mon expérience personnelle parce que j'ai des enfants en bas âge, en maternelle, et que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le périscolaire. En parlant autour de moi, à des amis qui avaient des enfants aussi en bas âge, je me suis dit, là, il y a un sujet, il y a quelque chose de vraiment systémique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, c'était assez dur, parfois émotionnellement, de se dire, en fait, j'ai du boulot, je dois les laisser au périscolaire pour enquêter sur le périscolaire, sachant tout ce que j'ai appris sur comment ça se passe et les défaillances systémiques. C'était pas forcément tous les jours facile. Et en même temps, ça m'a donné une motivation supplémentaire pour faire cette enquête. Et des clés, en fait, pour être très à l'écoute de mes enfants et de ce qu'ils pouvaient vivre eux aussi à l'école et dans le périscolaire. Il a fallu convaincre des parents de nous faire confiance, des parents qui racontaient des choses quand même extrêmement difficiles, qui parlaient aussi de leurs enfants, donc il y a toute une question de confiance aussi qui s'installe, des animateurs périscolaires, c'est de la matière vraiment humaine, et pour moi ça a été un vrai défi. Quand on finit sa journée de travail, en fait les gens, ils nous rappellent quand ils ont couché leur enfant, quand ils ont géré les crises du soir, le tunnel du soir. Il faut savoir à la fois rester extrêmement professionnel et être extrêmement rigoureux dans sa tête pour être vraiment mener une enquête sérieuse et en même temps faire preuve d'empathie, d'humanité. En plus sur une enquête d'1 an, les gens on les a plusieurs fois au téléphone, parfois ils sont dans un combat judiciaire, on est aussi un peu leur soupape, c'était pas évident ça à gérer et en même temps c'était ce qui était très beau dans cette enquête que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. On les voit, hein, ces parents. Alors, certains, une mère en particulier à visage découvert, d'autres non, parce que c'est très difficile de témoigner. Et puis, il y a cette vibration dans nos vies, parce que des enfants, on en a qui sont scolarisés, qui fréquentent le périscolaire. Ça doit sûrement être le cas dans votre équipe. Sophie Le Gall, rédactrice en chef donc, de Cache Investigation. Comment ça a vibré? Parce que on disait c'est les mêmes méthodes d'investigation, mais là, c'est quand même tout de même différent d'une enquête financière. Alors c'est différent d'une enquête financière parce qu'effectivement il y a une part là d'intime qui est beaucoup plus difficile et puis en plus on parle des enfants parce que beaucoup de parents nous disaient à Claire notamment parce qu'elle a mené cette enquête, beaucoup de parents disaient à Claire Tesson, moi pourquoi pas témoigner, mais qu'est-ce que va me dire mon enfant dans 10 ans quand il découvrira que j'ai participé à une émission? Est-ce qu'il trouvera que c'était une bonne chose ou pas? Donc là, le problème des parents, c'est qu'ils ont aussi la difficulté de devoir aussi peut-être un jour rendre des comptes à leurs enfants. Alors que c'est vrai que quand on fait des enquêtes économiques, cette notion-là n'existe pas. Donc je dirais que c'était ça la difficulté. Parce qu'autrement, vous savez, faire témoigner des gens sur des réalités sociales difficiles, on le fait déjà à Cache Investigation. Mais là, c'est vraiment la notion de l'enfant et les parents qui ont souvent à cœur de protéger leurs enfants, qui était aussi quelque chose de complexe aussi à gérer dans le cadre de l'enquête. Donc il y a beaucoup de parents qui ont refusé aussi de parler pour ça. Et pourtant, ils avaient des choses à dire, évidemment. Alors, des choses à dire. Je conseille à tout le monde de regarder cette enquête sur des animateurs qui demandent à des enfants de se déshabiller, qui ferment la porte d'une pièce pour toucher leurs parties intimes. Enfin, c'est particulièrement saisissant. Mais ce que ça met en lumière, et ça va être le sujet des minutes qui vont venir et qui sont encore assez longues, qui nous restent dans cette émission, c'est finalement l'organisation de ce secteur, de ce travail qui est peu considéré. Et c'est bien ça que l'enquête essaye de démontrer. C'est ce que nous dit aussi Claire Tesson.
Ce documentaire, c'était aussi pour mettre en lumière la précarité dans laquelle ils sont, parce que c'est des professions, comme on le raconte dans l'enquête, qui sont très compliquées, ils sont très mal rémunérés, ils ont une amplitude horaire extrêmement longue, ils sont payés en fait que durant le temps de présence devant les enfants. Très souvent, le temps de préparation est pas payé ou peu payé. Moi, j'avais envie aussi de montrer ça dans le documentaire, parce que je pense que c'est ça le nerf de la guerre, en fait, c'est de mettre plus de moyens sur ces professions qui sont indispensables en fait dans notre société aujourd'hui. Si on veut que les femmes travaillent, que les hommes travaillent, en fait il faut pouvoir laisser nos enfants en toute confiance au périscolaire. Et pour moi ça a été vraiment ça que j'ai voulu démontrer dans cette enquête, c'est raconter en fait comment ces professions sont dévalorisées alors qu'elles sont pourtant essentielles à la société. Et je salue les 3 autres invités de ce plateau, donc consacré au périscolaire et à l'animation. Bonjour Jamel Tirkouit. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat de l'éducation populaire UNSA. Bonjour Hugo Bréant. Bonjour. Et bonjour Yael Salam Mingui. Bonjour. Je vous dis bonjour ensemble parce que vous avez co-publié Idées reçues sur l'animation jeunesse au Cavalier Bleu. Ça sort le 5 février, donc de manière un peu concomitante, mais évidemment, ce n'est pas fait exprès. Avec ce reportage, vous êtes chargé d'études à l'INJEP tous les deux. Alors, pas exactement sur les mêmes sujets, mais je précise que l'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous êtes intéressé de près à ces métiers de l'animation qui sont divers. Il n'y a pas que le périscolaire, il y a aussi les colonies de vacances, par exemple, évidemment, les séjours, et puis toute l'éducation populaire qu'on connaît, les clubs. Jamel Tirkouit, pardon, oui. Excusez-moi. Ce reportage qui, à la fois, dit qu'il faut valoriser votre métier, qui montre aussi plein de problèmes, de problématiques très, très graves et qui fait plutôt peur. Comment vous l'avez reçu? Comment vous le digérez en ce moment même? Parce qu'il y a beaucoup d'échos dans ce monde de l'animation aujourd'hui suite à ce reportage. Alors forcément, quand on entend et qu'on voit ce documentaire et les problématiques qui sont identifiées, on peut que le regretter. Cependant, il est important quand même de rappeler que dans la très grande majorité des cas, ça se passe très bien, que les animateurs font leur travail correctement, avec un cadre quand même qui permet de pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Après, cependant, il y a quand même dans ce documentaire, en effet, ça a été évoqué par Claire Tesson, ça relève quand même des difficultés qu'il peut y avoir dans la reconnaissance du secteur et de se dire qu'est-ce qu'on y met comme moyen pour pouvoir accueillir les enfants dignement. Et en même temps, il y a plein de règles qui font que finalement, on ne les accueille pas forcément dignement. Déjà, il y a un des éléments, c'est que ce n'est pas une compétence obligatoire, par exemple, la question du périscolaire. C'est pas une compétence obligatoire pour les communes. Pour les communes, oui. Exactement. Donc du coup, elles peuvent, si elles le souhaitent, ne pas en mettre en place. Donc ça, il faut le savoir, c'est un service public qui est rendu. Donc après, nous, ça pune ça, on revendique le fait de pouvoir faire en sorte que ça puisse devenir une compétence obligatoire. Mais là, comme les autres syndicats, c'est aux mains des parlementaires, pour le coup. J'imagine, donc déjà, pas obligatoire. Et au niveau des diplômes, parce que ce qu'on voit, c'est un recrutement... à l'arrache, j'ai pas trouvé d'autres mots en fait, parce que c'est tellement n'importe quoi. Pareil, en fait, il existe dans le code de l'action sociale et des familles la possibilité que pour encadrer dans le cadre du périscolaire ou tout accueil déclaré au Jeunesse et Sport, en fait, il faut avoir la moitié de l'équipe, donc 50% de personnes qui est le BAFA, et on a une tolérance de 20% de personnes sans diplôme. Sauf qu'il faut qu'on conscientise aujourd'hui que quand on fait du périscolaire, c'est de l'animation professionnelle, on en fait son métier. Et pour le coup, il faut un diplôme professionnel. Il existe des diplômes professionnels qui vont du niveau CAP au master. Et ça, il faut le mettre en avant. Et ça ne peut que passer par une loi qui oblige la professionnalisation des animateurs dans le cadre du périscolaire. Une loi et non des règles des communes. Elle pourrait le poser, mais la réalité aujourd'hui, elle est que tant qu'on n'aura pas posé cette règle-là, on aura toujours des communes qui feront le choix de se dire qu'on embauchera potentiellement quelqu'un qui a uniquement le BAFA parce que le parcours de formation, il est très court et peu cher, mais cependant, ils n'ont pas les compétences pour pouvoir faire de l'encadrement professionnel, au sens où tous les jours, on accueille des enfants toute l'année. Ça nécessite quand même de la formation et des compétences qu'on n'a pas dans le cadre du stage BAFA. Oui, il y a encore plus de diplômés. On voit que ça peut être beaucoup d'enfants dans le périscolaire. Sur le temps de la cantine, on peut avoir beaucoup plus
90% des 14 enfants de enfants. l'âge de 3 à 12 ans, en fait, ont fréquenté les accueils, alors au sens large, hein, périscolaire, mais ça peut être aussi les associations d'éducation populaire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations d'éducation populaire qui encadrent justement le périscolaire, parce qu'on l'oublie beaucoup, mais il y a aussi des associations, hein, à peu près 40% des accueils périscolaires sont faits par des associations d'éducation populaire. Oui, Aussi. c'est pas le cas à Paris, mais on avait fait Exactement. ici même un reportage dans la commune de Trélazé, où là, ce sont des associations, évidemment. Alors, je me tourne vers vous, Yalam Salamangui et Hugo Bréant. Est-ce que, historiquement, alors Hugo, je vous appelle Hugo, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cette faible considération? Est-ce que c'est parce que c'est une compétence locale et que finalement les communes font un peu en fonction de leurs moyens et de leurs besoins et peut-être de leurs envies et des décisions des édiles concernés? Est-ce que c'est parce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est parce que c'est le loisir des secteurs pas forcément énormément considérés? Sur le périscolaire en particulier, mais c'est vrai de l'animation en général, ça tient à une dévalorisation globale de la mission d'animateur et d'animatrice. Il y a un peu l'idée que le périscolaire est là pour faire de l'éducatif à côté de l'école, mais il y a une déconsidération, et pour le coup, dans le livre qu'on a co-dirigé, coordonné avec, aux côtés d'Emmanuel Porte, on le montre bien, il y a une cohabitation dans les mêmes murs de deux institutions, l'éducation nationale qui déconsidère un peu les animateurs parce qu'ils sont moins formés, moins rémunérés, parce que leurs conditions de travail sont plus mauvaises. Et puis on a aussi de l'autre côté, du côté des associations, du côté des mouvements d'éducation populaire, une vision de l'école parfois négative, trop descendante, trop autoritaire, trop cadrée par rapport aux enfants. Et donc déjà le dialogue se fait mal et il y a une méfiance entre les deux institutions qui pourtant prennent en charge les mêmes enfants. C'est étrange parce que dans ce pays qu'est la France, les femmes travaillent depuis longtemps. En fait, on est un pays où les enfants mangent particulièrement beaucoup. Enfin, je ne sais pas si s'alimentent beaucoup, mais en tout cas, ils sont nombreux dans les cantines. Et ça, c'est le temps périscolaire de base que tout le monde fréquente. Comment expliquer cette relative invisibilité? On en parle assez peu. Alors, je repose un petit peu la même question, Yalam Salamangui, en ajoutant un élément, parce que c'est une profession très féminisée. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit boulot? Alors, ce que montrent les travaux en sociologie, c'est que c'est d'abord féminisé comme l'ensemble du travail social. Pas vraiment plus parce que ça serait l'animation jeunesse ou enfance-jeunesse, mais comme tout le travail social, on a vu une vague massive de féminisation. Et puis, c'est un boulot donc de femmes et de jeunes en particulier. Vraiment, quand on regarde la pyramide des âges des animatrices et des animateurs, on se rend compte que c'est majoritairement un emploi occupé par des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui vont être en charge d'accompagner, d'encadrer d'autres jeunes ou d'autres enfants. Ce qu'on observe également, c'est que effectivement, donc il y a le temps de la cantine, mais il y a les temps dans certaines collectivités le matin à 7h30, 7h du matin, pour permettre aux parents d'aller au travail, ce qu'il n'y a pas à Paris typiquement. Oui, c'est très commun. Parce que Paris, c'est une autre situation en termes de taille de la ville et d'organisation du travail. Et puis, il y a un accueil le soir, et puis un accueil le mercredi, et puis pour certaines... voilà. Après, il y a une composition. Voilà. Donc, on va voir qu'il y a une diversification de l'offre qui va être localement située, qui va aussi contraindre les jeunes et les animatrices, les animateurs à du temps de travail fractionné, c'est-à-dire qu'on va embaucher, débaucher plusieurs fois dans la journée, et notamment qui va précariser finalement les conditions économiques et donc par derrière l'investissement dans le travail, parce que si le travail ne permet pas de subvenir à ses besoins, et ben on va chercher éventuellement soit une autre perspective professionnelle derrière, soit trouver un autre boulot complémentaire pour pouvoir arriver à ses fins de mois. Donc, on ne va pas avoir le temps d'investir de la même manière les projets éducatifs, la pédagogie, l'accompagnement que pour les professionnels de l'animation, par exemple. Sophie Le Gall, c'est d'ailleurs un moment très frappant du reportage, en tout cas ça l'a été pour moi, que de voir des animateurs qui ont quitté en fait ce secteur, c'est à Lyon, parce que bien trop mal payé, et l'expression utilisée par la voix off, c'est salaire de misère.
Ben oui, parce que c'est aussi ça qu'on voulait raconter dans cette enquête. C'est effectivement les conditions sociales et de travail des animateurs qui sont franchement, il faut le dire, catastrophiques. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, puisque comme on est effectivement sur l'emploi du temps fractionné, c'est-à-dire que sur une journée réelle, parfois ils ne travaillent que 4 ou 5 heures, alors qu'en réalité, ça leur a pris 8 heures de leur temps. C'est ça tout le problème du périscolaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces heures non rémunérées, il y a cet emploi du temps fractionné, et c'est clair que vous comprenez donc très bien que c'est un secteur où il y a du turnover, parce que en fait, c'est un secteur où on tient difficilement. Et c'est pour ça que, par exemple, l'exemple qu'on donnait avec la commune d'Elmont, parce qu'il y a un exemple quand même positif, je voulais y revenir. Voilà, dans notre reportage, pour essayer quand même de donner un peu d'espoir, et que surtout, s'il y a une volonté politique, en fait, on peut faire bien, en fait, parce qu'il n'y a pas de fatalité sur ce sujet. Et ce qu'on voit très bien, c'est que déjà, dans cette commune, on rémunère le temps de travail. Donc, du coup, il y a moins d'emploi du temps haché, puisqu'on imagine très bien qu'entre 2 sessions de travail, on prépare. Et puis, quand même, on propose à ces animateurs, s'ils le souhaitent, d'autres heures de travail dans la commune, pour en fait essayer d'arriver à des temps pleins. Et je pense que c'est ça. Si à un moment on veut professionnaliser ce secteur, il va falloir le penser aussi, pas uniquement en temps partiel, parce qu'il y a des temps partiels désirés, par exemple les étudiants, mais dans cette profession, il n'y a pas que des étudiants, il y a des gens qui veulent réellement en vivre. Et le temps partiel n'est clairement pas possible, en fait, pour vivre en France. Tout est là, la reconnaissance du métier comme une profession, Jamel Tikwirt. Oui, en effet. Alors, c'est très bien dit, je peux que rejoindre les propos. Donc forcément, si on tend vers des temps pleins, qu'on ait la reconnaissance du temps de prépa, parce qu'il faut quand même le savoir que dans beaucoup d'endroits, le temps de préparation, qui est nécessaire. De toute façon, un animateur, il ne peut pas, comme ça, encadrer des séances s'il n'a pas eu du temps de préparation. Ça doit être pensé, réfléchi. Il faut également des réunions d'équipe. Et on se rend compte quand même qu'il y a plein d'endroits, certains exemples le montrent, il n'y a pas du coup de réunion, il n'y a pas une sensibilisation sur la question du projet éducatif, le projet pédagogique, qui est quand même partie intégrante normalement du rôle d'animateur. C'est un rôle éducatif, c'est inscrit comme ça dans le Code de l'action sociale des familles. Et pourtant, ce n'est pas du tout forcément traité derrière parce qu'il n'y a pas forcément les moyens. Tant qu'on ne changera pas le dogme de se dire c'est un métier à part entière, que le fait de pouvoir encadrer des enfants, ça nécessite quand même du temps de préparation, parce que quand on intervient auprès des enfants, les actions sont réfléchies avec des objectifs qui sont définis, avec une évaluation qui est faite pour pouvoir observer si ça a permis à l'enfant de développer des compétences, etc. C'est des choses. Sur la question du temps de prépa, heureusement, il y a des endroits où on essaie de le travailler, ce qui est le cas, parce que j'ai la possibilité, moi, d'agir, par exemple, dans la convention collective ECLA, qui est anciennement la convention collective de l'animation. Okay. On a pu obtenir, par exemple, avec le syndicat employeur Exopé, des négociations, par exemple, pour qu'il y ait une reconnaissance d'au moins 15% du temps qui soit considéré comme du temps de préparation. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas partout. Alors, on pourrait se dire que c'est insuffisant, 15%, mais c'est déjà au moins une obligation qui existe dans la branche, et il faudrait que ça puisse être le cas dans d'autres branches et également dans la fonction publique territoriale, de devoir l'imposer. Le temps de prépa, des animes, donc il y a évidemment plein d'abréviations et de jargon comme partout ailleurs, c'est prévoir une sortie, savoir comment on va l'organiser, qui va faire quoi. On s'imagine bien que c'est important, mais il y a cette notion de garderie qui reste un peu dans la tête, pas seulement du public, 50% mais aussi... Des périscolaires sont simplement garderies. Ça veut dire qu'ils sortent du spectre de jeunesse et sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de nécessité de diplôme, il n'y a pas de taux d'encadrement, il n'y a absolument rien. Et ça, c'est un problème. Moi, ça m'interroge parce que d'un côté, il y a une vitrine, projet éducatif, on est là pour valoriser le temps de loisir qui est un temps d'apprentissage de l'enfant, épanouissement. Enfin, on peut mettre plein de mots et c'est bien, ce sont des jolis mots. Et puis derrière, l'idée que c'est quand même une garderie et que pour surveiller des mômes, on n'a pas franchement besoin d'une formation, il suffit d'être là et d'avoir mais dans ce cadre-là, on ne leur demande pas d'encadrer des activités. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un peu les deux à la fois et on n'arrive pas à savoir quand c'est l'un, quand c'est l'autre, ou pour qui c'est l'un, ou pour qui c'est l'autre, Hugo Bréant. Il y a deux choses. D'abord, pour les parents, on le voit dans les enquêtes, c'est conçu, en tout cas investi comme un lieu de garde pour pouvoir se faciliter la tâche dans la journée, le matin, le soir, etc. Mais je parlais d'un dialogue qui ne se fait pas tout à fait, c'est que c'est conçu aussi comme une garderie parce que c'est conçu comme un moment, ce périscolaire, qui est tourné vers les attentes scolaires. L'objectif, c'est de ne pas trop fatiguer les enfants, c'est de ne pas trop les exciter pour qu'ils soient disponibles pour le temps scolaire. En revanche, il n'y a pas
spécialement de reconnaissance d'autres formes d'aspects éducatifs. Quand on fait des enquêtes, là, c'est pas que sur le périscolaire, mais quand on demande aux enfants ce qu'ils retiennent de leurs expériences de l'animation, il y a tout un tas d'autres apprentissages. S'autonomiser, grandir, se transformer, prendre confiance en soi, apprendre à vivre en collectivité. Tout ça, c'est des choses que les enfants voient, que les parents peuvent reconnaître d'ailleurs à certains moments, mais qui n'est pas tellement mis en avant. Donc en fait, il y a aussi cette dimension de qu'est-ce qu'on considère comme de l'éducatif. Est-ce que c'est juste préparer des enfants à la tâche scolaire ou est-ce qu'il y a aussi d'autres dimensions qu'on peut faire valoir dans ce temps périscolaire? Yaelem Salem-Mangui. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans les différentes recherches, parce que là, c'est un ouvrage collectif, mais qui émerge bien dans les recherches en sociologie et en sciences de l'éducation. C'est à la fois un espace où on peut confier ses enfants, et on le fait avec assurance, et c'est pour ça que quand ça coince, c'est beaucoup de défiance et de méfiance derrière pour tout le secteur et pas juste là où il y a eu un problème, c'est que c'est tous les secteurs qui explosent. Mais par contre, on confie ses enfants avec des objectifs malgré tout éducatifs, avec des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que on met du temps globalement à appeler et à appeler autrement les choses. On est passé de garderie à centre aéré, à centre de loisirs. Tous ces changements, non, ils font des choses aussi. Mais ils mettent du temps à bouger dans la tête des parents qui ont grandi avec certaines appellations et pas d'autres. Et quand on est du côté des animatrices et des animateurs, on se rend bien compte qu'ils et elles se vexent quand on leur dit « je dépose l'enfant à la garderie ». Non, je ne suis pas qu'un gardien d'enfant ou une gardienne d'enfant. Puisque typiquement, vous en attendez qu'on propose des activités, pas uniquement des sorties, mais qu'autour de l'activité, il y ait un objectif pédagogique, que quand on organise un grand jeu, il y ait des objectifs d'apprentissage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que ces objectifs d'apprentissage, après, ils font le relais avec les objectifs d'apprentissage scolaire. Donc on va pousser, montrer aussi tout un tas de la panoplie des attendus éducatifs qui vont résonner avec le milieu scolaire et dont les jeunes les plus favorisés vont réussir à davantage mobiliser les allers-retours entre le scolaire, le périscolaire et toutes les activités qu'ils et elles vont avoir par ailleurs, ce qui est moins le cas des jeunes des milieux les plus populaires. France Culture, être et savoir. Louise Touret. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. C'est la Warano à tes touch, tu fais pas partie de la chorale. Elle aime les mecs en se plat, avec de l'aura tu l'auras. Champs-Élysées, balade vers les Champs-Élysées. Bébé les pommes localisés, prends le volant, je suis alcoolisé. Elle active les lumières tamis, elle active les lumières tamisées. Avec moi quand c'était la misère, elle veut du sérieux, pas s'amuser. Ma parisienne, elle veut et moi aussi. Elle est tombée du ciel, les canons comme pas possible. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Je ne sais pas si Gims sait tout ce qu'il doit au secteur de l'animation, parce que c'est bien au centre de loisirs qu'on l'écoute aussi et que les enfants connaissent sa musique et la rapportent à la maison. En tout cas, moi, j'en ai l'expérience et depuis de nombreuses années. Donc, Parisienne, c'est un titre relativement récent de cet artiste qui est très aimé des enfants, mais pas seulement. Vous savez pourquoi il est aimé des enfants d'ailleurs, Gims ? Parce qu'il articule très bien et qu'on peut bien reprendre ses paroles et bien les chanter. J'avais lu ça dans Libération. Dans cette émission, on parle des animateurs et animatrices, du secteur du périscolaire, secteur qui est bousculé par des affaires de pédophilie, des affaires de violence sur des enfants à Paris, mais dans d'autres villes. Il y a eu des procès à Rézé, près de Nantes, dans l'Essonne, à Toulouse, à Quimper, à Strasbourg ces derniers mois et dernières années. Un reportage de Catch Investigation a mis en lumière aussi des dysfonctionnements qu'on voit parce qu'il y a des caméras cachées dans ce reportage. C'est assez intéressant de le voir. Ce qu'on constate aussi, c'est que le recrutement n'est pas du tout à la hauteur. Et on le voit dans un film tout récent, un film qui est plutôt très positif sur l'animation. On parlait de l'importance que ça a dans la vie des enfants. Je crois que c'est bien ce que relate Ma Frère. Pour te dire les choses très franchement, voilà, j'ai plus d'animateur.
Je suis en sous-effectif. C'est pas une promenade de santé, une colo, Shai. Non, je te parle très sérieusement. Ouais, je sais. C'est une grosse responsabilité. Non, mais je sais que je suis pas certifiée pour ça, mais en vrai, je te jure que je suis archi opérationnelle du sens où j'ai l'habitude avec mes neveux. Je leur fais à manger du potage, je leur raconte des histoires, je leur fais rire, je peux les emmener faire de la gymnastique, j'ai une autorité hyper naturelle, je suis à l'écoute, je suis sociale, et en plus, je suis hyper à cheval sur les horaires. Et j'ai le permis, ça c'est le principal. Non, je te jure. Toi, t'as eu le permis, toi? Ouais. Arrête. Bon, après, le code, je vais pas te mentir, je l'ai acheté, hein. Mais je voulais être dépendante. Indépendante. Oui, voilà. C'est bon, ça suffit, les métros, les escalators, tout ça, flemme, on descend, flemme. Toi, tu sais, Sabrina. La grammaire aussi, un peu, flemme. Et Sabrina, sur la tête de mes petits frères, c'est un très bon engagement. Si tu me prends. Pour 350 € de la semaine, c'est ce qu'on entend dans ce dialogue entre Shirel Nataf et Amel Bent. Le film Ma frère, que je vous conseille chaleureusement, est réalisé par Lise Akoka et Romane Guéré. On entend quelque chose de la précarité. Alors, c'est un centre de loisirs qui part en colo. Dans le film, on passe du 19e à la Drôme. Pour revenir aux affaires Yalam Salamingui, quel rapport entre cette grande précarité et le fait que les affaires de violence soient peu révélées, difficiles finalement à assumer? On voit qu'il n'y a pas de prise en compte, que parfois les animateurs, animatrices sont déplacés alors que les affaires sont très graves, que les parents ne sont pas écoutés. Alors, je pense qu'il y a un enjeu sur ce qu'on appelle des signalements et qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. C'est-à-dire que les parents signalent des faits et ont l'impression d'avoir fait un signalement. Sauf que le signalement pour les animateurs et le secteur, et pareil pour l'éducation nationale, c'est toute une autre démarche d'instruction judiciaire et d'instruction sociale qui n'est pas la même chose que de signaler des faits qui sont pas du tout appropriés dans un espace collectif, dans un espace où on va confier ses enfants. Du côté des animateurs et des animatrices, la précarité du métier, les turnovers des équipes font qu'il est plus difficile de se sentir soudé, de se dire « Ok, je peux aller voir machin, est-ce que les propos, les agissements, la pratique de tel ou tel animateur, animatrice, elle est OK ou pas OK ?» Et c'est ce qu'on observe bien dans les données de la sociologie, c'est que dès qu'on va précariser un métier, dès qu'on va faire du turnover, on va précariser aussi toutes les formes de signalement et on va permettre finalement, sans le vouloir, c'est pas pensé comme ça, mais on va favoriser aussi des espaces de violence parce que on a moins de personnes qui sont là et qui sont équipées collectivement pour faire face à des situations qui peuvent donner lieu avant même que les violences elles existent. Jamel Tikwirt, la précarité, c'est violent pour les enfants, c'est source de violence? Forcément, vous imaginez une personne qui vient, qui a une journée qui peut être de 7h à 19h, donc c'est une amplitude de 12 heures pour travailler 4, 5, 6 heures, grand maximum. Pas de temps de préparation, donc ça veut dire que le temps de préparation, il est fait sur du temps personnel. Parfois, aucune formation. Le turnover important fait que il n'y a pas une consolidation de l'équipe pédagogique, parce qu'on parle bien d'équipe pédagogique lorsqu'on fait de l'accueil périscolaire. L'équipe est censée se réunir avec un projet commun. Donc, qui dit pas d'équipe pédagogique, du coup, pas de structuration. Ça veut dire qu'on définit pas les objectifs, comment on va travailler, comment on va traiter ces questions-là. C'est aussi les questions de formation. Ça veut dire comment on gère la question des conflits, comment on gère une situation, comment à un moment donné, quand un animateur est en difficulté, il peut s'appuyer sur l'équipe, il peut y avoir des échanges, puisque c'est aussi ça une équipe, c'est de travailler ensemble et de pouvoir affronter les choses. Et là, pour le coup, ça passe par la formation. Il n'est pas possible, en fait, dans le cadre du périscolaire, de travailler, il faut quand même le conscientiser, il n'est pas possible de travailler avec un BAFA. Il faut absolument faire en sorte que les personnes puissent passer une formation professionnelle diplômante, qualifiante. Et il existe des diplômes. Mais là, il y a une distance de la Terre à la Lune, puisque finalement, les gens qu'on recrute, on reprend l'exemple parisien, ce sont des personnes qui sont juste d'accord pour le faire. Et je vais vous faire écouter le récit de Anna. C'est un pseudonyme. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est que moi, j'ai été animatrice et que Anna, 30 ans plus tard, au bas mot, non, un peu moins, raconte exactement ce que j'ai vécu. Mais ça pourrait être mes mots. Allez, 25 ans après, je vous propose d'écouter son récit. Donc, comment elle s'est retrouvée là, pourquoi elle fait ça, et aussi ce qu'elle trouve intéressant dans ce job.
Moi, je fais partie des vacataires, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni contractuels ni titulaires. Et c'est une situation assez particulière. Moi, je sais que j'ai eu la chance, à partir du moment où j'ai commencé à faire certains remplacements dans mes écoles, où ils ont décidé de me garder. Mais il y a aussi beaucoup d'animateurs qui viennent en fait pour une journée ou pour une semaine, le temps de remplacement. Et c'est là où j'ai vu des personnes vraiment pas du tout compétentes, des propos vraiment qui ne devraient pas avoir lieu devant des enfants, enfin juste des discussions où les enfants ne devraient pas entendre. Enfin, ça se sent, en tout cas, dans beaucoup d'animateurs, qu'il y a un manque de considération pris du fait que on est dans une école et qu'il y a plein de choses à prendre en compte au même titre que les professeurs et que le reste de l'équipe. Quelles sont les questions, par exemple, qu'on vous pose avant d'aller travailler dans une maternelle? D'abord, on a un dossier à remplir, à envoyer à n'importe quel DASCO, au niveau des mairies, où on nous demande ce qu'on fait, si on a des diplômes, quels sont les diplômes. Et ensuite, il y a une partie entretien, donc avec tout un tas de pièces justificatives à fournir, évidemment. Et durant l'entretien, c'est des questions de mise en situation. Comment est-ce qu'on réagit sous telle ou telle situation? Ça dure à peu près 20 minutes, je dirais. Et moi, je sais qu'on m'avait posé des questions en me demandant comment est-ce que je gérerais une situation où 2 enfants sont en train de se taper dessus. Comment je gérais des situations à risque. On m'avait demandé aussi quel type de situation je ne serais pas capable de gérer. Mais voilà, c'était un petit entretien de 20 minutes avec un dossier à fournir et c'est à peu près tout. Et après, on est enregistré sur une plateforme et on nous appelle quand il y a des absents. On appelle souvent parce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir et je sais que, en tout cas, dans le nombre d'écoles que j'ai vues où des remplacements dernière minute, c'est très courant, quoi. Ce qui est toujours important, c'est qu'au sein de l'équipe, il doit y avoir une majorité de personnes qui possèdent un diplôme dans l'éducation. C'est pas obligatoire. Ça fait 3 ans que je travaille, après à côté du reste en animation, il y a très très peu de relations avec l'équipe enseignante. Je sais que ça a souvent été même un terrain un peu de conflit où les animateurs se sentaient un peu regardés de haut. J'ai travaillé dans des écoles où il y avait des maîtres et des maîtresses qui, évidemment, nous adressaient toujours la parole, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est un bon job quand on est étudiante? Franchement, c'est vraiment pas ce qui est le mieux payé. Moi, en tout cas, c'est un job que j'adore par mes intérêts personnels et je dirais pas que c'est un bon job parce que ça reste quand même extrêmement épuisant. En fait, d'être avec une centaine d'enfants où parfois on est obligé de lever la voix ou faire toutes ces choses qu'on n'aime pas faire, en fait, c'est assez éreintant. Donc, il faut s'accrocher après comme n'importe quel job étudiant aussi, j'ai envie de dire. Donc, Ça me rappelle tellement de souvenirs. Est-ce que c'est formateur? Très. J'ai souvent dit à plein d'amis à quel point je trouvais que ça m'avait presque autant apporté que mes études à côté. Au niveau de comment dialoguer avec les enfants, de ce qu'on décide de leur apporter, de voir aussi tous les problèmes des enfants. Il y a plein d'enfants qui ont des situations, que ce soit familiales ou en dehors, très compliquées, de pouvoir avoir un espace de discussion avec eux, de faire des activités avec eux. Le dessin avec les tout-petits, c'est absolument génial. Leur lire des histoires, je trouve que c'est quelque chose humainement qui apporte beaucoup. Anna, animatrice vacataire à Paris, dans une école maternelle, elle explique que c'est très formateur. Et je me demande si c'est pas aussi finalement un problème pour le métier, parce qu'on dit, ce sont des jeunes, ça va les former, c'est intéressant pour eux de le faire. Donc peut-être n'est-ce pas très intéressant de trop bien les payer, puisqu'on est ici de passage. Qui veut répondre parmi les 2 auteurs de Idées reçues sur l'animation jeunesse, Hugo Bréant? Les 3 auteurs, pardon. 3 Emmanuel Porte. C'est formateur, effectivement, pour ceux qui découvrent l'animation. Il y a parce que pour l'instant, on a parlé plutôt des professionnels de l'animation et ceux qui en font leur métier au quotidien. On a aussi tout un tas,
à l'époque, c'était plutôt des étudiants. Aujourd'hui, c'est beaucoup des lycéens, puisque l'âge d'entrée au BAFA a été abaissé à 16 ans. Donc, il y a beaucoup de lycéens et d'étudiants et d'étudiantes qui vont découvrir l'animation par ce biais, se former au départ pour travailler, avoir un petit emploi saisonnier, faire quelques étés, quelques journées dans la semaine, et puis qui vont, au fur et à mesure de leur entrée sur le terrain et de leur découverte de l'animation, effectivement, découvrir que la question éducative, la question relationnelle avec les enfants, tout ça, c'est un apport pour eux. Moi, je suis en train de mener en ce moment une enquête sur les stagiaires BAFA. J'ai plein de jeunes qui m'ont raconté justement cette découverte. Ils y allaient un peu comme ça, presque parce qu'ils avaient vu de la lumière, et puis finalement, voilà, l'animation, ils se rendent compte que ça leur apporte au quotidien. Évidemment, ils ont vu la lumière. Sauf qu'ils découvrent aussi, et on revient sur cette question des conditions de travail, il y en a aussi beaucoup qui se disent, et qui m'ont dit, ça pourrait m'intéresser de faire ça plus tard, mais qui sont par contre très étonnés et très dégoûtés par les conditions de travail qui sont les leurs, les horaires, les faibles rémunérations, et qui du coup pourraient ouvrir la porte de l'animation professionnelle, et puis finalement, y renoncent. Oui, on le rappelle, quand on travaille dans des écoles, on est sous le seuil de pauvreté, en fait, à la fin du mois, si on n'a pas quelque chose. En plus, il y a Amsalam Menguis sur le côté formateur. Alors, sur le côté formateur, ce qui est intéressant, on a fait pas mal d'enquêtes à l'INJEP depuis plus d'une vingtaine d'années, justement, sur les parcours des animatrices et des animateurs et tout ça. Et donc, on voit qu'il y a toute cette gestion du groupe, tout cet apprentissage aussi, de prendre la parole en public, de gérer les relations avec la famille, mais aussi de gérer les relations avec l'école, de découvrir aussi de la politique publique en train de se faire à l'échelle de jeunes qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont bien souvent étudiants et encore de moins en moins. Mais j'aimerais bien vous citer ce que ça a apporté à un collègue sociologue qui s'appelle Marwan Mohamed, parce qu'il décrit aussi par son parcours qu'est-ce que ça lui a fait d'avoir le BAFA. Je vais juste faire une toute petite insert, mais il dit « En quelques mois, je passe d'adolescent boulet à jeune adulte référent pour des enfants. J'apprends à organiser des activités, à prendre autrement avec attention au langage, au sens des mots, la parole en public et à me faire entendre. Je discute avec les parents des enfants, développe des qualités d'écoute et deviens destinataire d'informations intimes sur le fonctionnement de certaines familles. J'accède à un niveau de connaissance du fonctionnement informel du quartier et ainsi de suite. » Et en fait, c'est aussi ça que ça permet l'animation, c'est que d'un seul coup, on est regardé autrement, on est un référent pour les familles, on est un ou une référente pour les enfants, on est un ou une référente aussi pour l'équipe des enseignantes et des enseignants de l'école qui veulent savoir si finalement tel enfant est-ce que c'est le même enfant que l'élève qu'ils ont en classe, par exemple. Donc il y a des moments où aussi, il y a du travail collectif. Et il y a une grande fonction de ces métiers, c'était raconté par Stéphane Beau dans La France des Belloumi, un autre sociologue. Et puis, on peut préciser que Marwan Mohamed, mais on l'a déjà cité la semaine dernière, publie « C'était pas gagné » au Seuil, un peu sur son parcours, comment il est devenu sociologue au CNRS. Anna, donc le témoignage qu'on entendait a dit quelque chose d'intéressant sur le fait qu'on regardait les animes de haut, du côté de l'équipe pédagogique, de l'équipe des professeurs des écoles. Jamel Tikwirt, ça c'est une réalité aussi, cette dualité au sein même du bâtiment de l'école où cohabitent deux métiers. On a souvent l'impression encore plus de métiers d'ailleurs. Dans les rôles éducatifs, dans ce spectre-là en tout cas, l'animateur, ça serait, comme on dirait, le dernier roue de la carrosse, c'est-à-dire celui qui est pas peu considéré. Alors, il est quand même important qu'il existe des endroits où ça fonctionne plutôt très bien. Il existe des dispositifs, PEDT, qui est le projet éducatif de territoire, donc c'est des dispositifs qui permettent. Le problème, c'est que ça reste à l'initiative de communes et d'acteurs, notamment de l'éducation nationale. Mais lorsqu'ils font le choix de réellement travailler ensemble avec des réunions quotidiennes, ou en tout cas au moins hebdomadaires, entre les enseignants et les animateurs, puisque ça existe, c'est important de le rappeler, et qui travaillent ensemble, ils arrivent à faire le lien entre parfois même des enfants qui peuvent être en difficulté. Donc, c'est de repérer les enfants en difficulté. Regarder aussi, dans le cadre du parcours scolaire, quelles sont les matières, en l'occurrence, où il y a des difficultés. Et les animateurs, lorsqu'ils sont compétents, et normalement c'est le cas quand ils sont diplômés, sont capables de proposer des séquences, des projets d'activité qui vont faire lien et qui vont permettre de développer à travers l'activité des compétences qui font lien avec le parcours scolaire. C'est intéressant aussi de le rappeler, il y a eu la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, qui a été présenté le 10 décembre. On ne sait pas trop ce que ça va devenir, d'ailleurs. En tout cas, l'avis est tombé. Et a priori, pour l'instant, le président de la République l'a mis de côté, malheureusement. Mais en tout cas, ce rapport-là permet, parce que c'est un gros travail qui a été fait, qui permettait de se dire, notamment sur les questions d'inégalité sociale par rapport aux enfants, que
même en augmentant le nombre d'heures d'école, en fait, on n'obtiendrait pas forcément de meilleurs résultats. Par contre, on obtient de meilleurs résultats lorsqu'on associe les associations d'éducation populaire, les collectivités, notamment sur le cadre périscolaire, les associations sportives. Parce que là, ça permet à l'enfant de développer un certain nombre de compétences, de faire du lien et surtout de faire du lien entre ce qu'on voit notamment à l'école et comment on le systémise dans la question de sa vie, en l'occurrence, et surtout de faire sens. Pourquoi j'apprends ça? Comment je le réutilise dans la vie de tous les jours? Et ça, c'est important de le mettre en avant. Il y a des endroits où ça fonctionne très, très bien et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, la question, elle est plutôt, c'est comment on fait en sorte que ça devienne une obligation de faire en sorte que les gens apprennent à travailler ensemble. Et pas forcément pour si cher que ça. C'est un chiffre qui m'a énormément interpellée dans le reportage de Cache Investigation, ou le documentaire, parce que c'est un très, très long reportage, en fait. 8% de plus pour la commune de Heulmont. Alors, c'est pas une très grande commune, mais... Tout ça pour systématiser, on l'a décrit, le travail, les temps pleins chez les animateurs, animatrices, etc. 8%, c'est pas beaucoup. C'est vrai que ça nous a surpris, ce chiffre. Alors, c'est 8% du budget qui était affecté au périscolaire. Ce n'est pas 8% de l'ensemble du budget de la commune. Oui, il faut bien le préciser. Donc, justement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à la limite, toutes les communes pourraient le faire aussi. Puisqu'en fait, effectivement, c'est 8% du budget du périscolaire. C'est vrai que le chiffre nous a surpris. Après, je pense que ça dépend aussi de l'accueil des mairies, celles qui ont des plages horaires énormes, qui ont beaucoup d'enfants aussi qui vont au périscolaire. Parce que, par exemple, à Paris, c'est vrai que quasiment tous les enfants vont au périscolaire, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans des villages. Donc, je pense que les moyens ne sont pas les mêmes. Je pense qu'à Paris, ce serait sans doute peut-être plus que 8%. Parce qu'entre, effectivement, la cantine, où quasiment tous les enfants y vont, et les fins de journée où quasiment tous les enfants aussi y vont, parce que c'est vrai que les parents travaillent souvent tard et les deux parents travaillent, là, oui, c'est fort probable que ce soit plus de 8%. Mais après, c'est un peu ce que disait ce maire, et moi j'ai trouvé ça assez fort de dire, c'est aussi de l'avenir de nos enfants dont on parle, donc en fait, ça vaut combien l'avenir de nos enfants? C'est une question qu'on se pose souvent dans cette émission, par exemple, la semaine dernière sur l'université. On se l'est posé également. Alors, ce que produit, en fait, la non prise en compte de l'importance de ces moments, c'est une forme de maltraitance éducative. Si on parle de maltraitance très grave, de violence sexuelle, il y a aussi un continuum des violences qui est parfaitement illustré. Je vous propose d'écouter ce qu'il en est, dans ce Cache Investigation, et puis Claire Tesson, encore une fois. C'est ce qu'on appelle, dans un terme que j'aime pas trop, mais qui s'appelle les violences éducatives ordinaires. En fait, c'est toutes ces petites brimades du quotidien, ces mots qui sont en fait une forme de pédagogie qui est vraiment très limite. Silence! Un doigt sur la bouche et on parle pas! Vous avez pas le droit de parler! Là, ça va pas, là! On est dans une foire ou quoi, ici? Alors, ici, je pense que j'ai récupéré les goûters, vous allez bien manger. Et on va attendre pas mal à table. Assieds-toi! Il faut faire la tête jusqu'à demain matin dans le respect. Allez, jusqu'à demain matin. Ça me fait un peu de la peine. Tu vois, il a les larmes aux yeux. Non, il est pas malheureux, t'inquiète pas. Si ça te fait de la peine, c'est pas fait pour toi ce travail. Moi, je te le dis. Ah ouais. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer. Tout ça, en fait, on peut le voir que quand on est sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, en tant que journalistes d'investigation, de pouvoir faire des immersions en caméra cachée, parce que c'est tout ce qu'on ne veut pas nous montrer et tout ce qu'on ne nous montrera jamais. Je pense qu'il y a un gros souci avec les signalements qui ne remontent pas aux personnes qui sont en responsabilité et qui, donc, pendant des années, ont ignoré, en tout cas, ou nous disent avoir ignoré ces signalements, ce qui se passe. Donc pour moi, il y a un sujet très important sur les process de signalement. Je pense qu'il y a aussi un déni collectif de la société en général, et on est petit à petit en train de lever le voile, mais sur ces violences faites aux enfants, en fait, on ne veut pas voir, c'est tellement dur. Moi, c'est comme ça aussi qu'a démarré cette enquête, quand je me suis intéressée à ce sujet-là. Typiquement, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit « Ah, mais c'est super que tu enquêtes sur ça, mais moi, je ne sais pas si je vais regarder parce que c'est trop atroce. » Et justement, en fait, je pense que c'est notre travail aujourd'hui de creuser ces sujets-là, parce que c'est que en étant conscient qu'on peut agir derrière pour mieux protéger les enfants. Alors, mieux protéger des violences les plus grandes, mais aussi de cette violence assez banale. En fait, moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'école, d'être forcé à manger, de se faire crier dessus, les animes qui éteignent la lumière pour obtenir le calme. C'est pas très violent, mais c'est pas très cool. Comment ça se passe? Comment faire, d'ailleurs, pour que ça se passe pas, Jamel Tikwir? Il n'y a pas que la formation, c'est une culture aussi du rapport à l'enfance.
Non, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a une équipe qui est déjà stabilisée et qui a un projet qui est défini, donc du coup les choses sont préparées, et que lorsque le directeur ou la directrice de l'accueil, en l'occurrence, briefe les équipes en disant comment on s'approche, parce que je rappelle que forcément on travaille la question de la bienveillance, de comment on s'adresse aux enfants, de comment on va travailler sur ces questions-là, et surtout la réponse, elle est pédagogique, elle n'est pas sur la question de la sanction ou de la violence, parce que en réalité la violence ne va faire que augmenter les questions de violence. D'ailleurs, on le dit souvent, ça fait crier, hein. Lorsqu'on crie, ça crie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits, d'ailleurs, dans les réfectoires, restauration scolaire, ils mettent maintenant des lumières dès que le son dépasse un certain nombre de décibels. Voilà, pour revenir, etc. Il existe des activités, en fait, des méthodes qui permettent justement de faire en sorte que ce bruit soit réduit, par exemple, au niveau de la restauration, parce que derrière, ça traduit aussi un confort davantage pour manger et travailler et pouvoir manger dans le calme, participe aussi à l'enfant à l'apaiser, parce que c'est quand même le défouloir. Je rappelle quand même que dans le cadre de la classe, ils sont quand même très souvent assis, ils ne peuvent pas parler comme ils veulent, etc. Et souvent, quand on arrive sur le temps méridien ou sur le temps périscolaire, les enfants ont besoin de se lâcher, de se défouler. D'ailleurs, ça arrive aussi dans la cellule familiale. Hein. Mais dans les cantines des bureaux, il y a des panneaux acoustiques, en fait. Il n'y a pas ça dans les cantines. Ça peut aussi poser cette question. Mais ça veut dire que quand on dirige un centre, enfin le périscolaire d'une école ou le périscolaire d'une zone, il faut non seulement avoir une charte, parce que ces chartes, elles existent, ça existe à Paris, ça existe dans plein de villes, mais aussi la discuter, faire de la pédagogie auprès des adultes. Là, on le voit dans l'exemple. Hein. L'animatrice qui est recrutée, en fait, il existe une charte, on ne lui a pas présenté la charte. Et au-delà de ça, mais il y a quelqu'un qui lui explique que, de toute façon, c'est mieux de crier sur les enfants que de ne pas crier. C'est quand même ça, c'est un délirant. manque de formation, de compétences, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas une règle qui peut être posée. Sophie Le Gall. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, quand on a vu, nous, les rushs de la caméra cachée, c'est que quand on a vu que l'accueil de Maria dans l'école durait 6 minutes 30, c'est-à-dire que c'est vraiment le temps d'accueil. C'est-à-dire, on lui a montré où est le réfectoire, où est la classe. Attention, là où il faut bien noter si un enfant se blesse et la poche à glace, ça dure 6 minutes 30 top chrono. Et elle est lâchée dans le bain. Et ça, c'est quand même effrayant. Pour l'animateur, vous imaginez alors j'imagine bien, ça m'est arrivé. Mais et ça, c'est quand même un vrai problème. Parce que, comme vous dites, il devrait y avoir des projets pédagogiques. On devrait déjà vous former à comment on s'adresse à un enfant, comment on reçoit sa parole, etc. C'est un minimum. Alors, c'est ce que dit la mairie de Paris. Elle dit maintenant qu'il y aura 2 jours de formation pour les vacataires. Oui, mais l'idée aussi, c'est de remplacer des gens absents. On l'a entendu dans le témoignage d'Anna. C'est-à-dire qu'on vient pour boucher un trou. Hugo Bréant. J'allais revenir quand même, parce qu'on le cite depuis tout à l'heure, l'enjeu de la formation. Vous disiez, il n'y a pas que la formation, mais il y a aussi la formation. D'abord parce que la population d'animateurs et d'animatrices est peu formée en général. Il y a 7 animateurs et animatrices sur 10 qui ont un diplôme égal ou inférieur au bac. Et puis, il y a la question de la formation à l'animation. Jamel le disait tout à l'heure, il y a des diplômes professionnels de l'animation. Il y a le BAFA, qui est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et d'animatrice, qui est fait pour justement ce public étudiant, lycéen, qui vient de manière temporaire faire de l'animation. Dans tous ces diplômes, il y a, et depuis déjà parfois 10 ans, des modules de formation, de sensibilisation à identifier ce que c'est que les violences physiques, psychiques, les violences sexistes et sexuelles, alors, éviter de les reproduire et de reproduire parfois ce qu'on a vécu dans sa propre enfance et dans ses propres expériences scolaires, mais aussi, et c'est important, et c'est pour ça que la formation est très utile, d'aller identifier des cas, de savoir comment signaler, comment alerter, et parfois des cas de choses qui se passent dans l'animation, mais aussi qui viennent de l'extérieur, de l'école, de la famille et d'autres instances. Donc cette formation, elle est importante, sauf qu'aujourd'hui, pour des questions parfois de moyens, les communes vont plutôt envoyer leurs employés municipaux se former au BAFA parce que ça coûte grosso modo 1 000 €, alors qu'un diplôme professionnel, c'est entre 3 000 et 9 000 €. C'est plus long, c'est plus intense, c'est plus coûteux, mais pour le coup, on aurait des gens qui seraient mieux formés aussi à ces questions-là. Plus professionnel. Yael Msalem Mingui. Non, peut-être sur la question justement des brimades et de toutes les violences quotidiennes, faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on est dans une situation d'inacceptation sociale beaucoup plus forte de l'ensemble des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants en particulier. Et donc aussi, on va avoir un seuil de tolérance beaucoup plus bas, ce qui est plutôt bon signe. Mais du coup, derrière ce seuil de tolérance qui s'abaisse, il faut mettre les moyens sur
qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve en situation d'observer, de constater des brimades, des hurlements, des situations qui déstabilisent. Voilà, donc déjà, il faut rappeler que la plupart des violences sont intrafamiliales. Il y en a en périscolaire, bien sûr, c'est à déplorer, mais statistiquement, on sait que la plupart des violences sont intrafamiliales. Et puis peut-être l'autre élément qui est vraiment important, c'est qu'en fait, on ne reprochera jamais à un auteur ou à une autrice de signalement d'avoir signalé un événement. C'est-à-dire que ça ne sera jamais... Un signalement, c'est jamais en trop. Il y a une enquête après un signalement. Et ce que montrent toutes les données de sociologie, de sciences de l'éducation, c'est qu'il y a une peur des conséquences de ce signalement. Est-ce que, finalement, porter ce signalement, ça ne ferait pas reposer la responsabilité des actes à la personne qui signale? Et c'est lié aussi avec la légitimité qu'on a à faire le signalement quand, par exemple, on n'est pas d'accord dans l'équipe. Est-ce que ces faits sont graves ou pas? Ben non, t'as vu, c'est machin, c'est machine. Bon, elle est un peu sanguine, il est un peu sanguin, laisse tomber. Non, on peut signaler des événements et après, de toute façon, les conséquences de ce signalement, on ne reporte pas sur un animateur ou une animatrice. Après, il y a une enquête. Et pourtant, ça paraît bien compliqué de le faire. Dernier point, mais je pense que je vais y consacrer toute une émission. Quelle place pour l'affection? Parce qu'on est avec des petits-enfants, on est dans des situations de vie qui sont différentes de celles de la classe et ça crée d'autres rapports. Alors, quelles consignes sont données? On en a parlé avec Anna. Ça a été quelque chose dont on m'a parlé dès mes premiers jours en animation. On m'a très souvent dit d'accepter le câlin, parce que ce serait horrible de rejeter l'enfant, mais par contre de ne jamais... moi, aller chercher le contact avec l'enfant. Par exemple, en maternelle, il y a beaucoup de petits qui veulent aller sur nos genoux. C'est pareil, un réflexe de petit enfant. C'est quelque chose, nous, qu'on n'accepte jamais au niveau des contacts. En tout cas, depuis que je travaille dans l'animation, ça a été assez clair, que ce soit de mes collègues, de par le fait de se protéger aussi nous-mêmes, le fait de protéger les enfants, qu'il n'y ait rien qui puisse mal être interprété. En tout cas, on m'a toujours dit que c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte, quand bien même les enfants sont demandants et demandent d'affection, parce qu'on n'a pas exactement le même rôle non plus que des professeurs. On est là aussi pour faire des jeux avec eux, donc il y a un rapport presque d'amis qui se crée, si on peut dire. Évidemment, on est des adultes, mais on est là pour les faire rigoler, pour passer du bon temps avec eux, pour leur apprendre des choses. Donc, ils s'autorisent aussi plus de choses qu'avec leurs maîtres et maîtresses. Et c'est quelque chose où nous, on sait qu'on a besoin de mettre un cadre supplémentaire là-dessus, quoi. Les parents veulent être beaucoup plus au courant, que ce soit en maternelle ou en primaire, des activités de leurs enfants. Et ça peut créer parfois un peu de tension avec les animateurs, parce qu'il y a quelque chose où ils se sentent parfois observés. À raison, parce qu'évidemment, il y a eu tellement d'accusations ces derniers temps qu'il faut qu'il y ait un cadre qui soit mis en place et surtout un dialogue, en fait, je pense, entre les parents et les animateurs. Voilà, un mot aussi sur les conséquences des reportages. Dans les écoles, on en parle, il y a des réunions sur le périscolaire, réunions de parents. Moi, j'en ai une vendredi. Jamel Tikwirt, on peut revenir sur la place de l'affection. On a parlé en novembre dans cette émission avec Maïlène Chapiron de comment on faisait de la prévention auprès des enfants, mais elle est très importante, cette prévention auprès des adultes. On a parlé de formation, mais cette formation, alors qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on dit de ce qu'on a le droit de faire avec les enfants, de l'attitude, de la posture à adopter en termes de contact physique, etc. Alors sur le peu de temps, ce serait compliqué d'expliquer tout ce qui est travaillé sur cette question-là, parce que c'est travaillé, normalement. Bien sûr que c'est... heureusement que c'est travaillé, d'ailleurs, c'est même une obligation. Donc, il faut quand même expliquer que l'animateur, il a quand même une relation privilégiée avec l'enfant, qui est différente de celle de son enseignant. Et du coup, à travers cette relation-là, il est en mesure de créer, à travers cette relation, le fait de pouvoir échanger, et l'enfant va davantage pouvoir s'ouvrir et parler de situations peut-être personnelles sur lesquelles il est en difficulté d'ordre complètement différent. Et de toute façon, les animateurs leur demandent de ça. Donc sur la question de la posture, c'est à la fois, c'est pas l'ami, ça a été dit un peu, on ne demande pas à l'animateur d'être l'ami de l'enfant, c'est plutôt d'avoir une relation privilégiée et d'être le garant affectif, psychologique, physique de l'enfant. Donc il garantit cela normalement dans le cadre des compétences qu'il a pu développer à travers les formations. Et donc du coup, c'est d'être à l'écoute de l'enfant, de l'accompagner dans la question de ses projets, c'est de l'orienter, peut-être de le conseiller, peut-être en fonction des situations, de l'orienter vers une
personne appropriée, etc. De pouvoir aussi avoir une relation privilégiée avec les parents, parce que l'animateur est aussi en relation avec les parents. Ce sont tous des co-éducateurs. Donc là, en réalité, on gravite tous autour de l'enfant. Donc c'est important de se dire qu'il faut que l'ensemble de ces acteurs-là apprennent à travailler ensemble. L'enfant, il est le même. Hein. On change de place, mais l'enfant, il est le même. Donc il y a besoin d'avoir une cohérence. Et du coup, la question de la continuité éducative. Donc il faut que l'ensemble de ces acteurs-là se parlent. Ce sera la conclusion provisoire de cette émission, cet épisode sur l'animation, idées reçues sur l'animation jeunesse. C'est publié au Cavalier Bleu. Merci à tous. Merci à l'équipe d'Être et Savoir, François Richer et Jeanne Agrapard.